Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan où se tient le sommet sur la désertification et la sécheresse, la COP15, un rendez-vous qui cristallise tous les espoirs des gouvernements et des organisations internationales impliquées dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, mais pas que, quand on sait que sécheresse appelle bien souvent terres arides, insuffisance de production agricole, donc insécurité alimentaire, insuffisance de terres cultivables, donc conflit autour des terres utilisables, conflits fonciers, enjeux sécuritaires et bien d'autres. Quels sont les enjeux de ce sommet d'Abidjan? On en parle donc avec nos invités du jour. Teki Valère, directeur exécutif de Green Project Africa. Merci d'être avec nous. Merci, Stéphane. Et avec nous ici en studio, M. Marc Dobré, président, CEO de Green Invest. Vous êtes aussi expert négociateur pour les pays sur les questions environnementales. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, quand on sait qu'entre panels, conférences, ateliers d'experts, vous avez bien voulu dégager un peu de votre temps pour venir nous éclairer sur les enjeux de cette COP15. Alors, on a présenté brièvement cette COP15, l'intérêt pour le monde, mais spécifiquement pour l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique attend de cette COP15? Monsieur Teki Valère. Alors, la COP, on parle de la COP15, et il y a eu aussi d'autres des COP. On pourrait se poser la question, mais quelle est la différence entre la COP par exemple 21 et la COP 15 aujourd'hui? Tous ces COP-là, comme la COP 21, c'est un accord général sur le climat. Voilà. Depuis l'ère industrielle, la température a monté de 2 degrés. Donc, l'idée, c'est que toutes les parties maintiennent la température en dessous des 2 degrés. Mais ça, c'est général. La COP 15 d'Abidjan, c'est une COP spécifique sur la sécheresse et sur la dégradation des terres. Mais c'est l'Afrique qui est impactée, parce que 45% en fait du territoire africain, c'est des terres arides. Et donc l'Afrique est davantage concernée. Et donc cette dégradation-là a plusieurs causes. Peut-être que nous allons les voir, mais ça peut être la déforestation, ça peut être aussi l'agriculture intensive, mais ça peut être aussi les modes de production. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé, si vous voulez, la production traditionnelle, écologique, biologique, pour l'engrais chimique, pour les pesticides chimiques qui détruisent les sols. Et ceux-là aussi participent aussi à la dégradation des terres. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. Et je pense que l'Afrique est davantage concernée par ces problématiques. L'Afrique davantage concernée. Vous qui êtes expert négociateur, quand vous allez par exemple à cette COP15, quels sont les grands points, les grands centres d'intérêt sur lesquels vous concentrez l'attention des dirigeants? Alors peut-être pour aller dans le sens de M. Valère, ce qu'il faut dire c'est que moi en termes d'expertise et de négociation, c'est d'abord autour des enjeux du climat, la lutte contre le changement climatique. Et effectivement, depuis 1992, il y a un lien très fort que la communauté internationale a fait entre les enjeux justement de la lutte contre le changement climatique et les enjeux de lutte contre la déforestation et la désertification. Et c'est de là que sont nées ce qu'on a appelé les 3 conventions sœurs, la convention sur la lutte contre le changement climatique, la convention sur la biodiversité et la convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Alors souvent on dit que le changement climatique ou la désertification, c'est vraiment l'illustration et vraiment le signe tangible de la lutte contre le changement climatique, du dérèglement climatique. Et c'est comme ça que, de façon pratique, on lie les deux choses. Et en termes de négociation, il faut savoir que pour ces grandes conventions, les pays partis, qui sont donc des plénipotentiaires, discutent avant, préparent ces négociations et discutent aussi pendant. Ça, c'est pendant la COP15, la partie, on va dire, protocolaire, et la partie officielle. Il faut dire que dans ces négociations, il y a toujours le groupe africain qui essaie d'accorder, d'harmoniser, de structurer sa position, et c'est ce qui s'est passé aussi cette fois-ci. L'enjeu justement dont vous parliez, aussi au niveau de ces négociations, c'est non seulement les enjeux des causes, faire en sorte que les causes soient identifiées de façon pertinente, mais faire en sorte aussi surtout que les solutions puissent être apportées, et que cela devienne comme une forme d'engagement, même si ce n'est pas un engagement formel et juridique, mais une forme d'engagement moral pour les parties au protocole, à cette convention.
Alors, quand vous parlez de forme d'engagement, on a vu par exemple à Abidjan le président ivoirien Alassane Ouattara qui a lancé l'initiative d'Abidjan. Il attendait pratiquement 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, ce projet réussit à mobiliser près de 2,3 milliards de dollars. Comment est-ce que vous appréciez cela? Moi, je pense qu'il ne faut pas voir la lutte contre le changement climatique, contre la dégradation des terres en termes d'argent, en termes de mobilisation des ressources. C'est un peu comme la problématique de développement. Ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Je vais dire, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, on a reçu des milliards de dollars. Ça n'a servi à rien. Donc aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut être dans un changement de paradigme. En fait, il faut d'abord conceptualiser les choses et après chercher l'argent. Un pays qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de vision, tu as beau donner à ce pays-là 20 milliards de dollars, il ne fera rien. Donc moi, je pense que la stratégie, ce n'est pas tellement aller rechercher de l'argent. Et ça, c'est secondaire. Ce qu'il faut faire, c'est déposer une vraie vision. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? Comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes fonciers, déforestation, etc. Comment intégrer la population, comment sensibiliser toutes les parties prenantes. Et après, on va se dire, écoute, bon, on a choisi 2 ou 3 axes, combien est-ce que ça va coûter? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as 5 milliards de dollars, mais nous, on travaille en contact avec les populations. Il y a des besoins spécifiques. La COP, ils ne sont même pas au courant. Les mécanismes du climat, ils ne sont pas au courant. Il y a vraiment un vrai travail à faire sur le terrain avant d'aller quémander de l'argent. Mais en définissant un tel montant, c'est quand même basé sur certaines évaluations des projets. Ce n'est pas des montants qui sont déployés comme ça. Je suppose. Oui, mais pour moi, en fait, on met plus l'accent. En fait, c'est dommage, on met plus l'accent sur la recherche de financement que sur la réflexion, en fait. Pour moi, il faut une vraie réflexion, il faut peut-être des assises nationales, il faut une vraie stratégie. Il ne faut pas que, en fait, la stratégie soit élaborée par 2 ou 3 experts d'un séminaire assigné. Ça va aboutir sur rien. Lui et moi, on peut s'asseoir pour rédiger des stratégies et en face, et après faire un budget. Et voilà, et soumettre pour avoir des financements. Mais est-ce que ça c'est la réalité du terrain? Il faut intégrer tout le monde. Il faut que cela soit participatif. Il faut intégrer les communautés, il faut intégrer les ONG, il faut intégrer les acteurs du terrain et demander leur avis. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je pense que les choses vont fonctionner. Oui, je pense que je vais dans le sens de M. Teki Valère. Et nous sommes dans la pratique de 2 points de vue. D'abord sur le terrain, avec notre organisation Impactum. Nous sommes dans 5 régions sur le territoire. Nous sommes au contact des populations. Nous les appuyons justement pour les développements communautaires, pour les approches landscape, donc les approches paysagères, pour les mobiliser et pour les appuyer sur des activités concrètes d'agroforesterie, de reboisement et de conservation. Mais il faut dire quand même qu'au niveau de la réflexion, beaucoup de choses ont été faites avant cette COP 15 et dans le cadre justement du Abidjan Legacy Programme. En Côte d'Ivoire, il existe des stratégies très claires qui ont été justement élaborées de façon consensuelle et impliquant justement une grande partie des parties prenantes. Sur le climat, nous avons en particulier les contributions déterminées au niveau national, qui ont fait l'objet, et sur le terrain, et au niveau des autres parties prenantes, de consultations très larges. Mais sur la lutte contre la déforestation, qui est très liée justement à la désertification, à la sécheresse, la stratégie du gouvernement existe en termes de préservation et de restauration, et qui est très claire aussi, et a été aussi très inclusive du point de vue justement de la mobilisation des populations. Ça, c'est l'aspect un peu général. Mais de façon plus spécifique, le Abidjan Legacy Programme a du contenu. C'est 4 axes majeurs, ou 4 composantes majeures. La première composante, elle touche tout ce qui est lutte contre la déforestation et restauration justement des forêts. Parce que l'idée, c'est de dire que la lutte contre la déforestation est ce qui précède la désertification. Il faut donc arrêter la destruction de nos forêts. Et ensuite, il faut restaurer nos forêts. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe est celui de la productivité agricole. Il parlait justement des populations, des communautés. À la fin de la journée, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui va rentrer dans la poche des producteurs? Qu'est-ce qui va améliorer leurs conditions de vie et les conditions de revenus? C'est la productivité agricole. Parce que ce sont des travailleurs, ils doivent bénéficier du juste fruit de leur travail
Et c'est le deuxième axe, justement, du Abidjan Legacy Programme. Le troisième axe, c'est celui de la durabilité des chaînes de valeur. L'idée, c'est de dire qu'il y a des activités qui ont permis le développement de ce pays, notamment l'agriculture, mais d'autres activités, même minières. Il faut que ces chaînes de valeur qui ont permis le développement deviennent plus durables. Il faut qu'elles intègrent davantage la préservation des sols, la préservation de l'environnement. Et dernier axe, c'est celui sur les chaînes de valeur du futur. Plus rien ne se fera comme avant. Avec les enjeux de la lutte contre le changement climatique, avec justement les impacts et les effets néfastes, il faut changer justement de paradigme, mais de façon concrète. Et c'est vrai, la réflexion précède l'action. Et l'idée avec ce quatrième axe est de réfléchir justement aux nouvelles chaînes de valeur. Les jeunes sont de plus en plus réticents à aller à la terre. Mais il y a une formidable avenue avec tout ce qui est Green IT. Comment faire en sorte que les nouvelles technologies de l'information dont sont friands justement ces jeunes puissent être combinées, alliées aux nouveaux métiers de l'agriculture qui sont en train de se mettre en place? Comment faire en sorte que les produits qui sont tirés justement de l'agroforesterie et d'une agriculture justement respectueuse de l'environnement puissent être structurés dans des marchés prometteurs, trouver des revenus, trouver de bons prix? Ce sont les enjeux du futur et je crois que ce Abidjan Legacy Programme s'inscrit non seulement dans la préservation, dans l'action en termes justement de reforestation, mais s'inscrit aussi dans l'avenir et dans la perspective. Dans l'avenir, dans la perspective, pendant que vous parliez, il y a une notion qui me revient. On parle beaucoup plus en Afrique de moderniser l'agriculture pour permettre d'avoir des quantités assez suffisantes pour s'autosuffire alimentaire, on pourrait le dire. Mais cette modernisation, elle passe par l'utilisation de produits chimiques, d'engrais. Comment justement arriver à concilier ces deux faits? Est-ce que nos dirigeants prennent cela en compte? Ou bien on parle de produit pour produit, ou bien à partir de maintenant, il va falloir utiliser des mécanismes qui respectent l'environnement et qu'on mette de côté les engrais? Vous, est-ce que vous avez des initiatives dans ce sens? Oui, ça c'est une très belle question. En fait, quand on regarde l'Afrique, tous les pays africains ont plus ou moins copié sur l'Occident, mais les mauvais côtés. Il va de l'agriculture. Aujourd'hui, elle est entrée vraiment dans une agriculture intensive avec beaucoup d'utilisation de pesticides chimiques, beaucoup d'engrais chimiques, et qui détruit l'environnement, qui passe à la dégradation des terres. C'est vrai, les gouvernements sont conscients de cela. Ils font ce qu'ils peuvent, il y a des initiatives, mais cela ne suffit pas. Alors que moi je dis, tout à l'heure j'intervenais, notre problème, il n'est pas tellement une question d'argent, une question de motivation. C'est un problème conceptuel. Il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, qu'est-ce qu'on veut pour le développement. Est-ce qu'on doit se développer comme les États-Unis ou la France? À ce moment, si on arrive vraiment à déterminer ce qu'on veut, le reste va suivre. Le reste suivra facilement. Pourquoi je dis cela? Vous savez, quand on voit de façon traditionnelle, là, dans l'agriculture traditionnelle, les gens n'utilisaient pas des pesticides, de l'engrais chimique, mais ça marchait. Et il y a aujourd'hui des mécanismes pour produire, faire des composts bio, faire des pesticides bio avec l'huile de Nil, mais ces choses-là ne sont pas mises en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand lobby derrière de l'industrie chimique. Monsanto, pendant longtemps, était un leader, il continue de l'être avec, il s'est maintenant dilué dans Bayer et plein de citrus. Ces grosses multinationales-là, ça ne les arrange pas d'avoir un mode de production biologique. Et puis aujourd'hui, je pense aussi que l'agriculture aussi participe beaucoup à la déforestation. Pas ignorance. Parce que quand tu entends souvent des agriculteurs, la personne te dit, mais moi j'ai 100 hectares de ceci, moi j'ai 25 hectares de tomates, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas en termes de superficie. Avec sur 100 mètres carrés aujourd'hui, il y a des méthodes pour produire plus. Voilà, on n'a pas besoin de détruire une forêt de 3-5 hectares pour produire une tonne de tomates, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce que je dis, c'est important et il y a un point sur lesquels on est passé, tous les coupables, je dis la majorité des coupables de cette dégradation, de cette sécheresse, ne sont pas à cette COP.
Voilà. Je n'ai pas vu des gens qui abattent les arbres, je ne les ai pas vus à la COP. Hein. Je n'ai pas vu, là nous travaillons sur un programme au nord du pays pour restaurer des terres pillées, détruites par les orpailleurs. Nous sommes en train de les restaurer pour faire un programme agricole, mais ces orpailleurs-là, ils ne sont pas à la COP. Tous les fabricants de charbon qui coupent les bois, qui détruisent les forêts, les bois rares, les espèces endémiques et tout, ils ne sont pas à la COP. Donc, je veux dire, il faut pas faire les choses pour les faire. Et malheureusement, souvent, on fait des choses, je ne dirais pas pour le folklore, mais il faut, je dis, s'asseoir pour vraiment poser de la vraie vision. Et si on pose de la vraie vision, tout le reste, ça va suivre. Sinon, on va faire une conférence, 2 conférences, et bon, c'est comme un tapis roulant. Hein. On attendra toujours des résultats. Alors, moi, il y a une autre question. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais il y a une question. Oui, parce que je veux dire, alors moi je suis très à l'aise avec l'analyse de M. Teki Valère, parce que je suis à la fois dans la réflexion et dans l'action. Je vous disais, le Abidjan Legacy Programme, c'est d'abord l'axe 2, qui a trait à tout ce qui est productivité agricole. Et ça répond à ce qu'il disait. On n'est plus obligé de faire de la production sur 25 hectares. On peut les ramener à 1 hectare parce qu'on aura une capacité accrue en matière justement de productivité. Je disais que l'axe 3, c'était celui de la durabilité des chaînes de valeur. Et vous posez la question justement sur les pesticides, sur les engrais. Mais l'idée, c'est de dire comment concrètement on va faire en sorte par des méthodes, par des approches d'agriculture climato-intelligente, notamment par l'agroécologie, de ne plus utiliser on va dire, ces moyens qui détruisent l'environnement, mais en ayant la productivité ou des résultats améliorés. Et nous, sur le terrain, on le fait de façon concrète. Alors bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on va dire que le chemin le plus long commence par le premier pas, et aussi bien au niveau de Impactum qu'au niveau de Green Invest Africa, c'est ce que nous faisons. Impactum accompagne, met en œuvre, et Green Invest mobilise les financements pour appuyer justement les acteurs qui sont les acteurs de la transition. Et la transition, elle est en marche. Et même si elle n'est pas parfaite, il faut commencer. Alors, il y a un aspect aussi qui me revient quand on parle de sécheresse, de désertification et surtout de production. On produit pour des populations. Et à observer un peu, il y a un facteur qui, me semble, n'a pas été trop pris en compte. Il s'agit de la démographie. Nos populations continuent de croître. Est-ce que nos dirigeants, nos autorités essaient de faire le lien et anticiper? Oui. Il y a effectivement un lien entre démographie, sécheresse, réchauffement climatique et même immigration. Hein. Il y a un lien. Mais c'est des problèmes assez complexes parce que bon, ça touche pas mal de secteurs à la fois. Vous voyez quand même une ville comme Abidjan, ça fait quoi, 5 millions d'habitants, 6 millions d'habitants. Tout le monde est concentré là. Des problèmes de pollution. Dans le dernier rapport, nous savons qu'il y a Vredi, zone industrielle de Yopougon. Ces endroits sont super pollués, mais à Yopougon, il y a une forte concentration de population. Et toutes ces populations-là, ils seront impactés en fait par tout ce qui est pollution. À côté, il y a la forêt du Banco, qui a été longtemps attaqué. Heureusement d'ailleurs que bon, ils ont trouvé maintenant une solution pour clôturer et protéger cette forêt-là. Donc, tant que les populations seront pauvres, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On détruit la terre, les populations vont détruire la terre. Aridité, chômage, pauvreté. Et ça tourne comme ça. Voilà. Donc il faut mettre fin à cela. Il faut montrer les bonnes méthodes culturelles. Si on voit que les villes sont surchargées, c'est parce qu'il y a beaucoup d'exode rural. Et s'il y a de l'exode rural, c'est dû à quoi? Parce que bon, il y a moins de terres, les terres sont devenues arides, etc. Donc il faut aller à la base. Il faut éduquer les populations. Il faut montrer, enseigner les nouvelles techniques culturelles qui prennent moins d'espace, moins d'engrais et moins de pesticides. Une fois qu'on a réussi à canaliser le problème à la base, c'est comme la tuyauterie, hein, on ferme le robinet,
les villes vont souffler un peu et tout le monde gagnera. Donc c'est vraiment la base, c'est sur le champ qu'il faut agir. Sur le champ, il faut agir. Je vous laisse peut-être rebondir si vous voulez. Oui, Il y a une question particulière. Oui. Quand on parle des populations, on parle de ces organisations internationales, on parle des gouvernements. À quel moment impliquer les acteurs du privé? J'ai cru comprendre qu'il y avait un forum, le Green Business Forum, qui s'est tenu. Mais qu'est-ce qu'on attend et comment impliquer le secteur privé dans cette lutte? Oui, c'est un enjeu très important. Parce que je crois que l'État fait sa part. Mais à la fin de la journée, il y a deux groupes d'acteurs extrêmement importants qu'il faut pouvoir impliquer de façon intelligente et optimale dans toute cette dynamique. Le premier groupe, c'est celui des communautés, des populations. Et on pourrait revenir là-dessus. Mais le deuxième groupe, c'est le secteur privé. Et je crois que justement cette COP15 a eu l'intelligence justement de mobiliser les acteurs du secteur privé, tant au niveau international qu'au niveau national, pour qu'ils viennent justement réfléchir sur ces problématiques et surtout apporter des solutions à ces problématiques. Nous avons eu la chance au niveau international d'avoir les présidents des plus grands groupes qui ont été donc en agriculture, en agro-industrie, ceux qui contribuent sans le vouloir, parfois en le voulant, directement ou indirectement, à détruire nos forêts et justement à créer de la désertification. Ils étaient là, autour de la table, autour du chef de l'État, pour pouvoir dire justement quelles solutions ils apportent. Nous, par exemple, dans un des domaines que nous regardons, celui qui est lié notamment à la cacaoculture, qui a permis le développement de ce pays, mais qui a aussi créé de la déforestation, les présidents des plus grands groupes étaient là, justement pour apporter des solutions. Et l'idée, c'est de dire qu'au niveau national, il y a eu aussi une déclinaison de ce Green Business Forum, parce que nous avons la chance d'avoir au niveau national des PME, qui sont des PME vertes, qui interviennent notamment dans le secteur de la production de plants, dans le secteur de l'agriculture intelligente, dans la lutte contre la déforestation, mais aussi dans l'énergie, dans l'économie circulaire, dans le recyclage. C'est un nouveau écosystème qui se met en place. Et qui a aussi, autour du CPC, de l'Agence Côte d'Ivoire PME, autour du ministère du Commerce et de l'Industrie, a partagé des expériences très concrètes, des stratégies, des solutions, y compris sur les approches justement de mobilisation des ressources pour la finance verte et climatique, pour qu'à la fin de la journée, le secteur privé puisse trouver toute sa place, avec la CGCI aussi, pour, dans ces débats, mais apporter des solutions concrètes en bénéfice des populations, mais au bénéfice aussi de la nature et du pays et globalement aussi. Alors monsieur, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Si on devrait retenir quelque chose, ou quelles sont les grandes perspectives à moyen et long terme qui doivent découler de cette COP15? Moi, je pense que la COP15, c'est une bonne initiative. Bon, même si certains disent que c'est une conférence comme une autre. Mais pour moi, c'est un départ. Ça doit sonner, comme disait l'écrivain suisse Jean Ziegler, une insurrection des consciences. Ça doit être le top départ d'une vraie insurrection des consciences environnementale pour voir que si on continue de cette façon, il n'y aura plus d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La stratégie n'est pas d'aller tout azimut, comme j'ai dit, qui mandait de l'argent. C'est pas ça. Chaque pays a ses réalités. Il y a des pays désertiques, il y a des pays forestiers, il y a des pays comme l'Éthiopie, le Soudan, qui sont pratiquement désertiques. Chaque pays a ses réalités. Il faut s'asseoir et en fonction des réalités des pays, élaborer des plans de développement durable. Pas comme on le fait actuellement, hein, mais en tenant compte des populations qui sont sur le terrain, en tenant compte des acteurs qui sont sur le terrain. Je ne suis pas en train de critiquer les plans de développement des pays, hein, ce n'est pas ça l'objet, mais je vais dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà, c'est des plans développés lors des séminaires, etc., travaux de recherche, etc. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les acteurs soient pris en compte. C'est eux, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont un impact sur l'environnement, c'est eux qui ont un impact sur le climat. Voilà. Que ce soit des populations, quand je parle des populations, c'est des populations rurales, et ça peut aussi des populations dans le business, parce que l'activité industrielle
est super polluante aussi, donc a une action sur le climat. Donc c'est deux types de populations-là qu'il faut intégrer, qu'il faut sensibiliser, et ensemble, avec des deux acteurs, on peut enfin trouver un axe d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais déjà dans le court terme, je pense que cette conférence doit être relayée en fait sur le terrain. Voilà. Il faut que ça sorte de l'hôtel Ivoire pour être transcrit sur le terrain. Déjà, ça c'est dans le court terme. Il faut que conceptuellement, les gens puissent comprendre ce que c'est que le changement climatique et les gens puissent comprendre l'impact en fait de leur activité sur la nature et sur eux-mêmes. Ça, vraiment, dans le court terme, ça doit purement être informationnel. On n'a pas besoin de se précipiter dans l'action. Il faut sensibiliser. Voilà, ça c'est le court terme. Maintenant, le long terme, le moyen terme, je pense qu'en fonction des visions de chaque pays, on va définir des axes d'action. Les axes d'action. Oui, je pense que la première chose, c'est que le temps est, on va dire, à l'urgence. Que ce soit l'urgence climatique, l'urgence justement de la désertification, parce que le désert approche en Côte d'Ivoire. Si nous n'avons plus de forêt, comme la tendance est en train de se dessiner, nous aurons le désert. Le temps est à l'urgence. Mais je pense que le temps est aussi à l'accélération. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons avec les populations, avec les communautés. Nous travaillons aussi à rechercher des solutions innovantes en matière d'accompagnement et de financement, parce que je suis convaincu qu'à la fin de la journée, le financement sera un élément clé. Nous sommes aussi dans la mobilisation, dans l'information, dans la sensibilisation. Donc l'idée, c'est que nous sommes déjà dans l'action. Mais il faut que la réflexion puisse s'approfondir. Elle existe déjà, mais il faut que l'information, la mobilisation puisse se faire davantage pour que cette nécessité d'accélération devienne une nouvelle espérance, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour son développement durable, pour tous les pays africains et même aussi globalement pour la planète. Je pense que l'urgence et l'accélération sont des éléments clés qui doivent être pris en compte justement par ceux qui vont gérer le post-COP15. Et je pense que le Abidjan Legacy Programme sera vraiment l'élément, l'héritage qui sera laissé pour la Côte d'Ivoire et en exemple aux autres pays, pour que justement on devienne un modèle, mais pour que des choses concrètes puissent être faites dans le sens des 4 axes que je vous indiquais et au bénéfice des populations, des communautés, pour les gens et pour la planète. Merci. Merci encore, M. Dobré. Je rappelle que vous êtes le président CEO de Green Invest Africa. Et avec vous, nous étions avec M. Teki Valère, directeur exécutif de Green Project Africa. On a bien sûr parlé de la COP15, de ses enjeux. Et vous avez vous-même révélé l'urgence d'action. Mais j'aimerais revenir sur cette déclaration de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui, en plus de l'urgence d'action, a demandé une urgence de fédération, de mutualisation des énergies et des compétences. Sa Majesté qui soutenait d'ailleurs l'initiative d'Abidjan, qui a fortement appuyé cette initiative. Et quand on voit que ce projet vient de mobiliser près de 2,3 milliards de dollars au lieu des 1,5 milliards demandés, souhaités au départ, on s'attend vraiment à ce que Abidjan, ce carrefour, soit vraiment un point de départ d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle réflexion sur l'environnement en Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de votre magazine Éco-Débat, agréable suite de programme sur nos antennes.